L'échiquier international, bienvenue à vous. Durant cette période de l'agression sioniste, sans doute le carnage de Jabalia demeure à l'acmé de la barbarie. Son nom au mépris du droit international, des vies et des civils, y compris des enfants, au nez et à la barbe des nations arabes et de la communauté internationale. Les missiles s'abattant de jour comme de nuit. Sans faire dans le détail, il s'agit surtout d'apposer un point de non-retour pour des Palestiniens livrés à eux-mêmes. On approche les 9000 morts et plus de 23 000 blessés à Raza, mais aussi en Cisjordanie. Raza, l'enclave toujours coupée du monde, devient un cimetière pour enfants. 3 000 tués en l'espace de 3 semaines. En Cisjordanie, un homme de 70 ans est exécuté et 52 autres Palestiniens arrêtés. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, critique l'absence d'une volonté internationale pour résoudre la crise. On comprend que la salve de critiques algérienne s'adresse surtout aux grandes puissances qui livrent un chèque en blanc à un occupant pour dérouler sa force de feu sur des innocents. Sur un autre aspect, un document du ministère sioniste du renseignement a fuité. Le document en question suggère tout bonnement l'expulsion de toute la population razaoui, c'est-à-dire 2 millions de personnes, vers la banlieue du Caire. Netanyahou ne peut que se sauver politiquement par la surenchère de la violence et surtout conforter le cercle de messianistes qui l'entourent, eux qui ont pour projet d'annexer tout le secteur de Raza. En langage clair, on appelle ça une déportation de population, un nettoyage ethnique de proportions considérables et un crime contre l'humanité selon le droit international, sauf que ce même droit international continue d'être mis en berne justement. Voilà de quoi il est question pour notre rendez-vous du jour. On en parle avec nos invités dans un moment. Je vous le disais, l'occupant sioniste commet un nouveau carnage. Ça se passe à Jabalia, un camp de réfugiés, suite d'une longue série d'autres massacres sont sans doute à prévoir. Mais jusqu'à quand ? En effet, il ne faut pas confondre Ukrainiens et Palestiniens. Pour en parler justement, nous recevons pour l'échiquier international du jour Aïssa Midani, qui est avec nous, une habituée de nos plateaux d'ailleurs. Bonsoir Madame Aïssa Midani. Bonsoir Karim et merci de votre invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs de L24. C'est toujours un plaisir. Je suis ravi d'être avec vous. Et avec nous également un autre habitué de nos plateaux. On est aussi ravis de le recevoir, et toujours avec sa critique acerbe. C'est un plaisir qu'on le reçoit. Hassan Qassimi, salutations et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonsoir à tout le monde. Alors on le disait, l'occupation sioniste commet un nouveau carnage à Jabalia. Des centaines de corps giseraient encore sous les décombres. Selon l'OMS, 1000 enfants seraient bloqués sous les débris. On écoute justement à ce propos le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de la Palestine. Près de 70% des personnes tuées sont des enfants et des femmes. Save the Children a rapporté hier que près de 3200 enfants ont été tués à Raza en seulement 3 semaines. Cela dépasse le nombre d'enfants tués chaque année dans les zones de conflit du monde depuis 2019. Cela ne peut pas être un dommage collatéral. J'ai perdu 64 collègues en un peu plus de 3 semaines. Le dernier décès tragique confirmé remonte à quelques heures. Samir, chef de la sécurité et de la sûreté dans la région du centre, a été tué avec sa femme et ses 8 enfants. Il s'agit du plus grand nombre d'aides humanitaires de l'ONU, des travailleurs tués dans un conflit en si peu de temps. No place is safe in Gaza. Aucun endroit n'est sûr à Gaza. Aucun civil restant dans le nord ne reçoit d'avis d'évacuation de la part des forces israéliennes qui se demandent instamment de recevoir une aide humanitaire limitée. Mais beaucoup, notamment des femmes enceintes, des personnes handicapées, des malades et des blessés, ne peuvent pas bouger. Ce qui s'est produit et continue de se produire, ce sont des déplacements forcés. Is forced displacement.
Alors, Aïssa Al-Midani, tout comme moi, vous venez d'entendre les propos de Philippe Lazzarini, qui est le responsable pour les réfugiés palestiniens. Une première réaction, pardon. Ben, la réaction, c'est que enfin, ils reconnaissent quand même ils reconnaissent ces grands massacres qui sont opérés par les Israéliens. Et systématiquement, surtout que la moitié de la population gazaoui sont des femmes et des enfants, sinon plus, que c'est en fait à force de le faire, et quand on dit ces nombres énormes en 3 semaines de temps, ça montre bien qu'il y a une volonté vraiment, c'est un génocide, c'est une épuration ethnique, on ne sait pas comment l'appeler. C'est grotesque et tellement c'est horrible, hein, puisqu'ils n'arrêtent pas de bombarder aussi et de bombarder des grands bâtiments aussi sur la tête de leurs habitants, des bâtiments civils, d'habitation sur la tête des gens. Beaucoup de gens continuent à être sous les décombres sans aucune possibilité d'être secourus. On ne sait pas quel est le nombre. Vous avez parlé de 9000 morts, mais en fait, les Palestiniens annoncent 10 000 avec les personnes qui sont perdues. En fait, on les connaît pas. Disparus, voilà. Et on ne sait pas s'ils sont sous les décombres, s'ils sont ailleurs, s'ils sont morts. Et ça, c'est vraiment absolument horrible. Il faut dire aussi que ceci s'accompagne de coupures d'électricité, d'eau, de gaz, et puis aussi de communication. Et il faut dire aussi que ce n'est pas seulement la population civile aussi, elle est visée, mais aussi les journalistes. Il faut dire quand même un très grand nombre de journalistes ont été tués, en fait. 16 au moins. 36 ans aujourd'hui. Donc, j'actualise mes chiffres alors. En fait, et ils sont systématiquement visés pour éviter justement que la voix ne sorte et que les images ne passent à l'extérieur. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aussi quand ils ont fait leur tentative d'invasion terrestre par 3 axes, par la mer et par le nord et le sud, qui a échoué et qui a été un grand flop pour eux aussi. Là, ils éteignaient les lumières aussi pour que les images ne passent pas. Donc, en fait, il y a une très grande cruauté, je dirais, et une très grande haine dans ces destructions, une volonté de tuer, une volonté de disséminer les gens. En même temps, ça s'accompagne aussi d'une volonté au niveau politique, puisqu'ils essayent de faire un plan de transfert de la population, de valider au niveau international un plan de transfert de la population de Gaza vers le désert de Sinaï. En plus, il ne s'agit pas seulement de Gaza. Moi, je voudrais quand même dire ce matin de bonne heure, quand Jenin a été envahi, des arrestations, des tueries, des maisons qui ont été détruites aussi. Ils sont entrés avec des bulldozers. Ils ont empêché, en fait, ils ont cassé toutes les routes, toutes les rues entre dans la ville. Pour rendre de plus en plus difficile le déplacement et les liens entre les gens. Ils ont arrêté des centaines de personnes, de militants. Je voudrais quand même dire aussi que ce matin aussi, le représentant d'Al Mayadeen, le responsable du bureau d'information d'Al Mayadeen, Nasser al-Laham, il a eu sa maison envahie par les Israéliens aussi, ses 2 enfants malmenés, et son fils a été amené par les Israéliens, arrêté. Donc voilà, ça continue, et
ce n'est pas seulement Gaza, en fait, c'est la totalité de la Palestine qui est visée. Alors Hassan Qassimi, officiellement, on nous disait que l'opération avait pour but de débusquer les unités de la résistance palestinienne, mais on voit à travers les bombardements le jour que ça va au-delà, c'est faire plutôt table rase de Gaza avec des réseaux routiers qui détruisent, des hôpitaux qui sont ciblés, des journalistes, alors on me dit que c'était 35 qui sont ciblés, des médecins. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le but peut-être non avoué de ces opérations? D'abord, je voudrais vous dire une chose qui est très importante et je la dirai de la manière la plus solennelle. C'est qu'il y a actuellement une colère et une indignation dans le monde. Toutes les populations du monde réprouvent, condamnent et s'insurgent contre actuellement ces crimes à grande échelle qui sont en train de se faire et de se dérouler sous nos yeux et en direct. Maintenant, vous devez savoir que l'entité sioniste, parce que nous ne reconnaissons pas cet État criminel, cet État fasciste, cet État nazi, c'est une entité sioniste qui a été greffée en Palestine et qui a installé au Moyen-Orient malheureusement le désordre, le chaos, la violence et la mort. Donc, dans tout cela, il faut dire une chose, c'est que l'entité sioniste a coupé il y a de cela quelques jours l'Internet. Tous les réseaux de communication ont été suspendus pour permettre à l'armée sioniste d'organiser un plan d'extermination à grande échelle de la population palestinienne à Gaza. Donc, ce qui se passe actuellement, ce n'est pas une guerre, parce que quand on parle de guerre, on a à l'esprit deux armées qui se font la guerre et qui s'affrontent. Mais pour ce qui est de Gaza, il y a une armée fasciste et il y a une population civile aux mains nues qui subit depuis 25 jours des bombes de toute nature, des bombes chimiques, des bombes à grappes, des bombes à phosphore blanc, des bombes à uranium et de nouvelles bombes utilisées à titre d'expérimentation par les Américains sur les populations gazaouis qui sont interdites par les conventions de guerre, qui sont interdites par le droit international humanitaire. Et là, ce que fait actuellement Netanyahou et sa bande de criminels et de malfaiteurs, de sionistes, il ne le fait pas seul, malheureusement. Il est en train de le faire avec le soutien et le concours de l'Europe, avec le soutien et le concours de l'Amérique. On va en parler. Et dans tout cela, je dois vous dire qu'il y a une responsabilité partagée de tous ceux qui soutiennent actuellement toute cette horreur. Et là, Netanyahou est en train de pousser à l'extrême l'horreur, la désolation et le malheur des populations, populations palestiniennes. Alors, Issa Midani, on le voit aussi, c'est une guerre qui touche particulièrement les enfants. Moi, je suis entièrement d'accord avec votre invité sur le fait que ce n'est pas une guerre. Hassan Qassimi. Ce n'est pas une guerre, c'est une agression contre une population, en fait. Puisque la guerre, c'est entre deux États, entre deux armées, etc. Et là, je suis entièrement d'accord, les habitants de Gaza ne sont ni une armée, ni un État, etc. C'est très important de voir, en fait, dans le vocabulaire et dans les poids et des choses. Ça, c'est un point. Deuxième point, je suis entièrement d'accord aussi sur le fait que c'est une volonté d'écraser effectivement le peuple palestinien et que tous les peuples du monde, quand même, malgré toute la répression médiatique, malgré toute la répression déjà, des interdictions de manifester, des interdictions de soutenir les Palestiniens, les rues du monde entier se sont couvertes par des drapeaux palestiniens, des manifestations millionnaires, de millions de personnes partout, y compris aux États-Unis. Le fait que les pays occidentaux, les États-Unis, l'Angleterre, la France, aient accouru à la rescousse de ce pouvoir
qui est fantoche, en fait, qu'ils ont créé de toutes pièces et pour vraiment créer la déstabilisation et avoir un pied impérialiste dans le Moyen-Orient depuis toujours, en fait. C'est tout de suite après Sykes-Picot et les accords Balfour, et puis après le partage. Hassan Bidali, bien sûr, l'aspect historique est très important et on va en parler, Oui, mais je le disais, c'est une guerre aussi qui touche particulièrement les enfants. Je voudrais vous entendre sur cet aspect. Ah oui, d'accord. Oui, effectivement, elle touche les enfants parce que c'est l'avenir. Et ça, c'est très clair pour dans la bouche de pas mal de responsables et de cet État fantoche. Effectivement, ils visent les enfants et ils disent que ce n'est pas de toute façon, ils ne respectent pas les guerres, mais ce n'est pas interdit parce que les enfants, c'est l'avenir. Les enfants, c'est aussi les armées de demain, en fait, je dirais les résistants de demain. Donc, c'est vrai qu'ils visent particulièrement les enfants, particulièrement les femmes. D'ailleurs, il y a eu des phrases de certains de ces responsables qui disent les femmes et les enfants sont beaucoup plus dangereux que les hommes parce que les hommes, ils disparaissent, mais les femmes et les enfants, ils transmettent à la fois, en fait, les femmes, elles transmettent la culture, elles transmettent l'histoire, elles transmettent et puis elles font les enfants. Alors donc ça aussi, c'est quand même une agression, donc c'est une violation de toutes les lois des guerres, de toute l'éthique, hein, en fait, je dirais humaine. Mais là, c'est vrai qu'ils visent particulièrement les enfants et c'est un objectif déclaré. Alors, pour continuer dans notre conversation, Hassan Qassimi, on a reçu il y a quelques semaines le célèbre chirurgien Christophe Oberlin qui fait des interventions, forme des médecins à Gaza à travers de nombreux séjours en 20 ans et qui nous a dit que la Palestine, selon lui, avait les meilleurs médecins au monde. Pour lui, la vraie résistance se situe dans la matière grise palestinienne, ses universités, ses 1500 étudiants, tout un terreau que les sionistes n'ont pas pu détruire malgré les conditions très dures et les sièges successifs. J'en viens à ma question. En tuant justement un maximum d'enfants et de jeunes, on tenterait aussi peut-être de condamner le futur de la Palestine. Vous savez, je vais vous dire une chose. Juste après le 7 octobre, Netanyahou a fait une déclaration suite à une conférence de presse et disant clairement qu'il allait faire disparaître la résistance pour les 50 années à venir. Et là, on est en train de voir sur le terrain ce qui se passe. Il est en train de perpétrer des génocides et des assassinats à grande échelle et principalement des femmes et des enfants. Vous devez savoir sur à peu près les chiffres de nombre, je ne dirais pas de morts, parce que l'entité sioniste est en train de tuer. Le nombre d'enfants tués, assassinés par l'entité sioniste est à peu près 80% des personnes assassinées par les bombes lâches et criminels de l'entité sioniste. Donc, vous savez que l'objectif, c'est d'empêcher la reproduction de la population. Il a été dit par votre intervenant, c'est d'empêcher la reproduction des femmes et des enfants. Et ce scénario, nous l'avons vécu durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'Holocauste. On a fait passer au four crématoire les femmes et les enfants juifs pour les faire disparaître, pour qu'il n'y ait pas de reproduction de ce peuple. Mais là, croyez-moi que l'injustice n'arrive jamais à vaincre la justice, que la force ne fait pas le droit. Et là, Netanyahou, comme un novice, comme un personnage sans expérience qui pourtant a été dans les rênes du pouvoir pendant plus de 30 ans, un personnage qui est en train de faire de faux calculs et qui est en train de je le dirais avec force, il n'est pas en train de tuer uniquement des Palestiniens. C'est quelqu'un qui est en train de tuer le peuple juif. Il est en train de tuer le peuple juif pour la simple raison que l'insécurité qu'il est en train d'installer à Gaza, une insécurité nazie, fasciste, suivie par des opérations de rétorsion, des opérations criminelles de bombardement massif avec des bombes qui pèsent plus d'1 tonne. Et aujourd'hui, nous avons
entendu qu'il y a eu des bombes qui ont été larguées qui pèsent plus d'une tonne chacune. Et là, si on doit faire un peu l'addition de toutes ces bombes, vous avez l'équivalent de 2 bombes atomiques plus fortes que celles d'Hiroshima qui ont été larguées sur un petit territoire comme Gaza de 350 à 355 km². Et cela, ça fait des boucheries. C'est des boucheries qui sont innommables, des boucheries qui sont classées dans la rubrique des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Et là, je dois vous dire une chose. Quand tu as des enfants, quand tu as des femmes, quand tu as toute une population, plus de 2 millions de personnes à Gaza qui sont réfugiés, plus de 1 million de personnes qui ont été déportées. Et la déportation, c'est, vous savez, ça a une signification historique. C'est une déportation nazie, fasciste, et qui se reproduit malheureusement avec la population palestinienne. Et là, croyez-moi qu'il y a une justice. Dans ce monde, il y a une justice immanente qui fait que il y a d'abord une justice humaine. Et là, Netanyahou et sa clique et sa bande de malfaiteurs, soutenus par les Européens, les dirigeants européens et par le président Biden, qui est un homme en détresse, parce que vous devez savoir que Biden est un homme qui est atteint de graves dysfonctionnements mentaux, il souffre de maladies diverses, il a dit qu'il souhaitait se représenter, telles que l'Alzheimer. Donc c'est quelqu'un qui a de graves déficiences mentales et qui se fait manipuler malheureusement par les lobbies sionistes. Donc il y aura sans aucun doute et le plus tôt possible une justice humaine qui poursuivra à travers le tribunal pénal international qui poursuivra ces criminels, et il y aura une justice immanente de Dieu, ne vous en faites pas, et qu'ils seront jugés tôt ou tard. Et là, si vous me permettez, je dirais un mot sur les dernières déclarations. Je vais demander à Aïssa Midani de réagir à vos propos. Alors, d'accord, ok. Aïssa Midani, selon vous, comme vient de le dire Hassan Qassimi, est-ce que l'entité sioniste ou les militaires sionistes veulent atteindre un point de non-retour à Gaza ? Absolument. En fait, le plan, il n'est pas caché. C'est un plan qui est mis qui est mis sur dans leurs livres et même dans les déclarations de tous les chefs d'État, israéliens, y compris dans leur drapeau, Israël entre les deux rivières, là, c'est du Nil à l'Euphrate, et puis de notre côté, ils veulent effectivement la totalité de la Palestine. Le Grand Israël, le fameux mythe du Grand Israël. Exactement. Donc, ce n'est pas un secret, ce n'est pas quelque chose de caché. Ils continuent effectivement à œuvrer pour ce plan petit à petit, d'ailleurs par une politique de grignotage. D'ailleurs, comme vous le savez, Netanyahou, quand il a présenté avant le 7 octobre la carte à l'ONU, il n'y avait pas la Palestine, il n'y avait pas de frontières non plus, il n'y avait ni Palestine ni Israël, mais il n'y avait pas de frontières. Israël est un pays est un État sans constitution et sans frontières délimitées, puisque c'est là où ils arrivent, ils ont leurs nouvelles frontières. Donc, frontières dynamiques, pas de constitution, soutenue par les pays de l'OTAN et les États-Unis et l'OTAN. Et certains pays arabes aussi, il faut le dire. Certains pays arabes qui sont sous la domination des États-Unis, il faut le dire aussi. Ils n'ont pas tellement la liberté de leur politique. La marge de manœuvre, oui, effectivement. Voilà. Donc, et la liberté de décider non plus. Mais donc, selon les pressions, et puis quand la pression baisse, ils arrivent à se trouver des marges de liberté. D'ailleurs, maintenant, avec la présence ou l'émergence de la Chine comme force, comme grand pays international, de la Russie comme grand pays aussi régional et international. Bon, tous les pays qui cherchent à avoir une marge de liberté, ils arrivent effectivement maintenant à prendre leur distance par rapport à la politique américano-sioniste en général, quoi. Donc, et puis bon, il y a un monde nouveau qui se forme.
il y a il y a de nouveaux pôles qui se forment et ça donne aussi des possibilités de liberté à tous les pays plus importantes. Et puis plus quand même, il faut le dire, la dédollarisation, les pays commencent à voir un horizon de vie en dehors de cette mainmise permanente des États-Unis. Le fameux monde multipolaire. On en reparle juste après, dans un instant, juste après cette petite coupure pub. On revient dans quelques minutes. À tout de suite. L'échiquier international, bienvenue si vous nous rejoignez. On parle aujourd'hui de Gaza et des événements tragiques qui traversent le territoire, qui est illustré par ce massacre à Jabalia ou encore à Jenin. Gaza devient un cimetière pour enfants. On en parlait avec nos deux invités, à savoir Aïssa Al-Midani et Hassan Qassimi. Justement, Hassan Qassimi, vous nous en parlez tout à l'heure, du cas de Netanyahou, le premier ministre sioniste qui est impliqué dans 3 affaires de corruption. On aime bien parler de d'éventuelle corruption du Hamas, mais on ne met jamais sur la table la corruption du ministre sioniste qui est impliqué dans 3 affaires de corruption, disais-je, et selon de fortes probabilités, son avenir sera aussi judiciaire, il risque la prison, comme d'ailleurs son prédécesseur Ehud Olmert ou encore le président sioniste Moshe Kassav. Il a peut-être tout intérêt, je pose la question, il a peut-être tout intérêt que la guerre à Gaza dure le plus longtemps possible pour échapper peut-être à la justice. Qu'en pensez-vous? Vous savez que Netanyahou est connu et sa réputation est déshonorante et sa place est dans une prison. Vous savez que Netanyahou est poursuivi par la justice pour plusieurs affaires, donc il a plusieurs casseroles qui traînent derrière lui. Donc ce qui explique un peu pourquoi il a tout fait pour mettre au pas la justice. Il a d'ailleurs initié un projet de loi pour mettre la Cour suprême sous l'autorité de l'exécutif, et ce qui un peu a été à l'origine d'une grosse fracture politique au sein de la société politique de l'entité sioniste. Et là, vous savez, cette haine de Netanyahou contre la justice et cette volonté de vouloir mettre au pas la justice et de mettre la Cour suprême, qui était avant le seul arbitre en mesure de trancher en cas d'abus de pouvoir, c'était un peu une instance arbitrale qui devait un peu rendre la justice définitive au sein de l'entité sioniste. Mais ce n'est plus le cas pour la simple raison qu'il y a un projet de loi qui est arrivé à passer. Et maintenant, il a pratiquement carte blanche pour mener son ambition folle, son ambition criminelle, qui est de celui de devenir le monarque et le roi de l'entité sioniste, avec bien sûr un territoire sans frontières, et c'est le seul pays au monde d'ailleurs dont l'État n'a pas de frontières et elles sont extensibles au gré des rapports de force et de la puissance de l'entité sioniste. Donc Netanyahou est un hors-la-loi, c'est clair, et son avenir est remis en cause. La population de l'entité sioniste, les Juifs, sont en train de contester sa politique de manière forte, de manière virulente. Il y a beaucoup de manifestations à Tel Aviv, demandant son départ, demandant son arrestation. Et là, croyez-moi qu'il passe de très mauvais moments et il pense qu'en tuant le maximum de Palestiniens, qu'il pourra sortir par la grande porte et devenir le grand héros qui a sauvé le peuple juif, bien sûr. Et là, vous savez, ce sont des théories qui ne tiennent pas la route, parce que Netanyahou est en train de faire beaucoup de mal au peuple juif. Et vous savez que Netanyahou est l'un des principaux moteurs d'extension du sentiment anti-juif dans le monde. Maintenant, le juif dans le monde n'est plus en sécurité là où il est. Et vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement au Daghestan. Et vous allez voir dans les jours qui suivent et dans les mois qui suivent le sentiment anti-juif qui va prendre de l'ampleur, et cela à cause de l'activité morbide, criminelle et assassine
de Netanyahou qui est en train de se mettre toute la population du monde. Et là, croyez-moi que ce monsieur est un danger pour la paix mondiale, est un danger pour les Palestiniens, est un danger pour les Juifs. Et vous avez vu le mouvement de la voix juive aux États-Unis qui est entré au Congrès et qui a fait des manifestations très fortes contestant la politique de Netanyahou. Et aujourd'hui, nous avons vu d'ailleurs au sein du Sénat américain, le discours d'Anthony Blinken a été fortement chahuté par des défenseurs de la paix, des défenseurs du peuple palestinien et qui ont contesté la politique sioniste et nazie de Netanyahou et de Biden qui sont en train de... D'ailleurs, je dirais un mot sur le président Biden. On va en parler, Hassan Qassimi, si vous le voulez bien. On va passer... Une politique aventureuse qui est contestée par la classe politique américaine. On va en parler en et là, partie. pour la grandeur de l'Amérique, cela constitue bien sûr une atteinte à la crédibilité et à l'honorabilité de ce grand pays qui doit absolument, ses forces vives politiques au sein de ce pays doivent intervenir et peser de tout leur poids. On va en parler, pour Hassan recadrer Qassimi. cette politique de Biden qui est une politique belliqueuse, politique impériale et coloniale. Aïssa Medani, un mot sur le Premier ministre sioniste qui a intérêt, je le disais, à ce que la guerre dure peut-être pour un peu échapper à la justice. Qu'en pensez-vous ? Effectivement, il cherche à échapper à la justice puisque de toute façon, rappelons-le, juste à la veille du 7 octobre, il y avait des grandes manifestations qui rassemblaient des centaines de milliers de personnes dans toutes les rues de Tel Aviv et puis des grandes villes. Il y avait des milliers de personnes qui demandaient aussi son retour. 40 semaines de manifestations incessantes, qui demandaient la démission, qui exigeaient la démission et surtout le retrait de cette réforme judiciaire à laquelle Netanyahou insistait d'ailleurs. Et Monsieur Qassimi dit qu'elle est passée. Il ne me semble pas qu'elle soit passée. Non, elle n'est pas passée. Mais qu'elle a été gelée. Juste que ça a été gelé, mais il ne l'a pas retirée, mais il a gelé la situation, tout simplement. Et puis, donc est venue cette agression contre Gaza pour changer, enfin, ça dévie l'attention, effectivement, de l'ensemble. Pour ralentir le processus, peut-être. D'un autre côté, il est important de voir qu'il est haï aussi par la population des colons, il est haï par les laïcs, il est en train de se faire haïr par toute la population en fait de cet État d'Israël, en plus des Palestiniens, bien sûr. Donc sa politique, elle ne va pas du tout dans le sens de l'apaisement, elle va surtout dans le sens de son intérêt personnel. D'ailleurs, il faut voir aussi que il se renvoie systématiquement les accusations maintenant au sein de l'armée, des services de renseignement, le Shabak, le Mossad, etc. Il se renvoie les accusations pour la responsabilité de cet échec face aux Palestiniens. Donc, il y a aussi un schisme qui s'est fait au sein des instances sécuritaires, au niveau sécuritaire et militaire, etc. Ce qui a fait que, d'ailleurs, ce sont aujourd'hui les Américains qui sont venus prendre en main la situation. Justement, et qui dirigent les opérations contre les Palestiniens. On va en parler des Américains, justement. Donc, voilà. Et donc maintenant, c'est les Américains qui opéraient par le biais des Israéliens. Ils prennent les choses en main parce qu'ils trouvent que leur proxy n'est plus valable. Alors, voilà. En attendant, Raza, justement, on en vient aux Américains. Les Raza risquent encore de devenir le terrain de bombardement des sionistes avec des armes américaines, justement, apportées par les deux porte-avions, l'USS Gerald Ford et l'USS Dwight Eisenhower. L'enclave palestinienne va être sans doute isolée les jours qui arrivent. On en parle avec ce sujet signé Mohamed Ali Ben Chaban.
Dans un coin du monde déjà isolé et confronté à des conditions de vie très difficiles depuis le blocus de 2007, les habitants de Gaza ont dû faire face à une nouvelle épreuve, la coupure d'Internet et des télécommunications. Une situation qui aggrave encore plus leur souffrance. L'occupant sioniste veut un génocide à huis clos. Having a telecommunications blackout. Une coupure de télécommunications détruit fondamentalement toute chance pour les premiers intervenants, pour les ambulances, pour la police, de répondre et arriver à ceux qui en ont le besoin d'être secourus. Pour nous, en tant que journalistes, nous ne pouvons pas diffuser nos informations aux agences ou aux chaînes satellitaires. For us as journalists, we cannot contact our news agencies or our satellite channels. Toutes les organisations dépendent entièrement de la connexion Internet, de l'électricité, du réseau de télécommunications. Et si ces services étaient coupés, Gaza serait alors isolée du monde entier, ce qui conduirait à une crise humanitaire, notamment en ce qui concerne les ambulances. À Gaza, une lueur d'espoir brille à l'horizon grâce à la décision d'Elon Musk d'établir une connexion avec Starlink aux Palestiniens et aux organisations humanitaires. Nous apprécions vraiment la décision généreuse de M. Elon Musk de fournir une connexion Internet aux Palestiniens et aux ONG locales dans la bande de Gaza pour aider la population et aider les Palestiniens de l'enclave à communiquer les uns avec les autres et à se connecter au monde extérieur. Connect with each other and connect with the outside world. Plongés dans l'insécurité et l'obscurité totale, malgré la terreur et l'horreur perpétrées par les sionistes, les Palestiniens continuent à lutter pour leurs droits fondamentaux. L'isolement de Gaza du reste du monde a un impact dévastateur sur la vie des Palestiniens privés des conditions de vie les plus élémentaires. Venons-en justement aux Américains, deux porte-avions, disais-je, deux porte-avions qui représentent un vrai déploiement naval amorcé en Méditerranée, un déploiement qui a atteint des niveaux rarement égalés. En tout, on a un ensemble de plus d'une quinzaine de bâtiments de surface, soit plus de 15 000 soldats, sans compter les sous-marins d'escorte. Hassan Qassimi, cela dépasse le simple gage d'assurance. Les États-Unis, visiblement, sont impliqués dans cette guerre, vraisemblablement. Vous savez, ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient est effroyable. Et là, malheureusement, ce sont les populations palestiniennes qui sont en train de payer le prix fort. Et que les Américains envoient une 6e flotte pour faire la guerre à des combattants palestiniens, des combattants du Hamas, qui ont des moyens rudimentaires, des moyens artisanaux. Cela est un scandale, cela est une honte que l'entité sioniste qui a toujours chanté sur les toits et sur le plan international qu'elle avait la plus forte armée du monde, qu'elle avait la plus forte technologie du monde et qu'elle se fait déverrouiller par quelques groupes armés qui, d'abord, ce n'est pas une armée, ils n'ont pas d'État. Donc qu'une armée pareille qui se fait déboulonner par quelques soldats, bien sûr, qui ont une doctrine. Leur doctrine, c'est de libérer leur pays, bien sûr. Sur un champ pareil, vous savez, vous avez le colonisateur qui est l'entité sioniste, et leurs soldats sur le terrain savent très bien qu'ils ne défendent pas une cause juste, ce qui explique pourquoi ils ne sont pas si forts dans le maniement des armes, ils ne sont pas si forts dans les opérations de guerre sur le terrain. Et on a vu que quelques combattants du Hamas ont pratiquement réussi à faire des prouesses sur le plan tactique, sur le plan militaire, qui ont ébranlé toute la hiérarchie militaire de l'entité sioniste. Et là, vous savez que ce qui se passe au Moyen-Orient, ce n'est pas uniquement la domination de la Palestine, c'est la domination de tout le Moyen-Orient. Et là, nous sommes dans la théorie du grand Moyen-Orient, c'est de dominer pratiquement de l'océan Indien à l'océan Atlantique
tous ces territoires qui ont plus de 15 millions de kilomètres carrés, avec des richesses énormes, pétrole, gaz et autres terres rares. Donc les enjeux sont plus importants, mais malheureusement, vous devez savoir que Netanyahou est en train de crier sur tous les toits et de promettre de faire disparaître les combattants de Hamas. Les combattants de Hamas, d'abord, à qui on conteste la légitimité de représenter les Palestiniens. Mais là, il faudrait toujours revenir à l'officiel et ne pas rester dans la propagande et la désinformation des médias et lobbies sionistes qui se développent et foisonnent un peu partout dans le monde, particulièrement en France, en Angleterre et aux États-Unis. Et là, vous savez que Hamas a été élu avec environ 85% des électeurs. Donc personne ne peut retirer la légitimité à Hamas. Hamas représente la population de Gaza. Il a été élu de manière démocratique et ce n'est pas à Netanyahou ou à l'entité sioniste de venir choisir, comme ils ont l'habitude de le faire au Moyen-Orient, de choisir les gouvernants des Palestiniens. Là, le temps de la colonisation, de la fin de la colonisation a sonné et le temps du sionisme la fin du sionisme a également sonné. Vous devez savoir aussi que le sionisme, sur le plan historique, a fait des évolutions dramatiques. Et là, le sionisme n'est pas monté comme ça, comme idéologie, sans aucun soutien. Il a fait d'abord alliance, juste après la création de l'entité sioniste en 1947, il a fait alliance avec les empires coloniaux, la France, les États-Unis et l'Angleterre. Ensuite, dans une deuxième phase, le sionisme a fait alliance avec le fascisme et le nazisme, et qui est en quelque sorte, si on peut dire que le sionisme est le stade, actuellement c'est le stade suprême du fascisme et du nazisme. C'est ce qui explique cette volonté farouche de tuer le maximum de Palestiniens, de procéder à une épuration ethnique, de procéder à une extinction de la population palestinienne. D'ailleurs, les massacres à grande échelle ne commencent pas depuis 25 jours et les massacres à grande échelle des Palestiniens commencent depuis 1947, ont commencé depuis 1947. Et cette idéologie sioniste, nous devons absolument la combattre parce qu'elle est en train de souiller la terre sainte de Jérusalem, une terre sainte musulmane, chrétienne et judaïque. Et là, vous devez savoir que le sionisme est en train de souiller toute cette terre par tous ces massacres et ces crimes. Poursuivons, M. Hassan Qassimi. À grande échelle. Poursuivons. Alors, Aïssa Midani, restons encore sur les forces navales déployées en Méditerranée. Officiellement, c'est pour dissuader les forces du Hezbollah. Ça marque aussi un renforcement de la posture ou de la position américaine qui dépasse la simple réassurance et correspond à de réelles inquiétudes sur les risques d'escalade régionale, notamment avec l'Iran. Mais qu'en est-il par exemple de la Syrie, votre pays qui est en guerre officieusement avec l'entité sioniste ? En fait, moi, je voudrais quand même faire un petit peu l'autre aspect du paysage, parce que malgré effectivement tous ces massacres et toute cette férocité effectivement de l'attaque israélo-américaine, hein, je peux dire, la résistance reste quand même, domine quand même la situation. Elle a quand même envoyé pas mal de salves de missiles sur Tel Aviv, sur Haïfa, sur un certain nombre de centres urbains, bien sûr. Qui sont pratiquement vidés maintenant, qu'elle continue, qu'elle a mis en échec trois incursions terrestres, hein, malgré les tirs qui sont faits à partir de la mer et de trois côtés en fait du territoire de Gaza. Donc il y a quand même d'une part, et puis d'autre part, la résistance palestinienne n'est pas seule. Il y a l'ensemble des pays de l'axe de la résistance. Donc il y a l'Iran, il y a le Yémen. C'est très bien de le dire, mais je voulais vous entendre plus particulièrement sur le cas de la Syrie. Est-ce que en Syrie, j'y arrive. Parce oui, que le temps file, c'est pour ça. de l'axe de la résistance. Allez-y. J'y arrive. Alors justement, le Yémen a attaqué aussi des
a envoyé des missiles sur les porte-avions. L'Iran a mis en garde effectivement que de toute façon nous ne laisserons pas seuls la résistance palestinienne. De la même manière, vous savez qu'il y a eu hier une vidéo de Samahet Cheikh Nasrallah de Hezbollah, juste de 11 secondes où il passait devant le sigle de Hezbollah. Il y a eu aussi donc une attaque a été lancée contre les différentes bases américaines, alors contre la base qui est en Irak, Ain al-Assad, et contre la base qui est Al-Tanf et autour du puits Konico dans le nord de la Syrie. Et il y a des attaques qui ont été faites donc par la résistance, on peut dire. Et puis, de la même manière aussi dans le nord-est de la Syrie, dans le nord-est et dans le nord-ouest de la Syrie. Bon, bien sûr, les Israéliens ont aussi attaqué les aéroports. Il y a eu une attaque contre malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. On va parler maintenant du droit international qui est écorné sévèrement et durablement. Je vous laisse avec ce court extrait concernant ce sujet. Ces propos sont signés de Ahmed Attaf, notre ministre algérien des Affaires étrangères. On écoute. Cette agression n'est que la résultante de l'absence d'une vraie solution politique internationale sincère pour résoudre la question palestinienne. La question palestinienne a été longuement mise à l'écart de l'ordre du jour des travaux du groupe international tout au long des 2 dernières décennies. Cette agression n'aurait pas pu avoir lieu sans le recul de l'action arabe au service de l'action palestinienne et la limitation du rôle diplomatique arabe dans le soutien au peuple palestinien et l'appui à son projet d'édification de son État national dans les suites de la dernière initiative qui a été proposée dans ce sens et qui date de plus de 20 ans en arrière. Dans le même sillage, l'Algérie met encore en garde contre le danger de continuer à parier sur le pire, à travers l'extinction de la flamme de l'espoir dont le peuple palestinien, dont les nouvelles générations, ne connaissent rien du tout du processus de paix, vu que la dernière initiative pour la paix remonte à l'année 1998. Sami Dani, on arrive à la fin de notre rendez-vous. Je vous laisse le mot de conclusion. Selon vous, la solution de 2 États est-elle un mythe? En 1 minute, s'il vous plaît. La présence des Israéliens qui ont toujours des volontés de tuer, de prendre l'ensemble du pays, d'une part, et puis d'en finir avec les Palestiniens, soit par un transfert, soit par une extermination. Donc la solution des 2 pays, des 2 États n'est pas viable. De toute manière, Netanyahou a dit, et l'État israélien, enfin les différents responsables israéliens l'ont affirmé, que de toute façon, ça a été juste une plaisanterie, l'histoire des 2 États. Merci en tout cas pour ces mots. Je vous remercie Sami Dani d'avoir été avec nous. Je remercie également Hassan Qassimi. Merci d'avoir enrichi la discussion autour de Gaza. On essaiera éventuellement et tout naturellement de suivre les événements au jour le jour pour l'Échiquier international. Merci chers téléspectateurs d'avoir été fidèles. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al24 News et vous dis à samedi.